Nous sommes là depuis la création de l'entreprise jusqu'à sa transmission pour accompagner les entreprises en les aidant, en facilitant les premières années, parce que c'est là que c'est compliqué, en les accompagnant lorsqu'elles ont des difficultés particulières, et puis au final, soit transmettre ce que beaucoup de chefs d'entreprise aiment bien à leurs enfants, à leur famille, ou au final céder leur entreprise. Donc nous sommes à côté des chefs d'entreprise et nous faisons l'interface entre la politique, l'État et les entreprises. Des fois c'est un peu dur, on a une grosse administration et les chefs d'entreprise qui sont des créateurs n'ont pas toujours le temps de consacrer du temps à ce formalisme administratif, et donc on est là pour les aider, les accompagner. Ce qui a été novateur, c'est surtout le fait de dire il faut qu'on rentre dans une autre dimension, celle de l'Internet, celle où on aura moins besoin de se déplacer. Donc je souhaite que les chefs d'entreprise puissent obtenir de la Chambre dans les 2 ans qui viennent, tout sans y mettre un pied. C'est-à-dire en réalité sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, pour leur faire gagner du temps, parce que c'est plus convivial, parce qu'on pourra faire les rendez-vous face-to-face via les tablettes, et qu'en réalité ils auront des heures de rendez-vous, ça évitera qu'ils attendent dans les salons le prochain. Là c'est cadré, calé, il y a un compte-rendu automatique, puisque maintenant vous savez bien qu'avec Siri on peut enregistrer, et donc on peut enregistrer l'ensemble de la conversation, et elle est même écrite, donc après une petite correction et on peut envoyer un compte-rendu. Voilà pour moi les choses les plus importantes qui vont s'opérer, c'est-à-dire la digitalisation de la Chambre pour le bien-être des ressortissants. C'est-à-dire que les CCI, bien souvent, on menait un projet, chacun dans notre coin, souvent similaire. Donc on montait un programme, on faisait un logiciel qu'on commandait, et chacun commandait son petit logiciel avec des moyens qui étaient finalement pas mutualisés. Et donc ce qu'on a convenu, c'est que dans les CCI d'outre-mer, sur chaque projet, il y aura un pilote. Ce pilote bénéficiera des moyens des autres, et on va se répartir un peu les projets comme ça, selon les sensibilités, selon la politique générale des élus de la Chambre, ce qui est priorisé par eux. Donc si la Martinique a une priorité qui n'est pas celle de la Guadeloupe, on va quand même participer financièrement à leur projet pour leur donner plus de moyens, ils vont participer aux nôtres. Mais à la fin, les projets appartiendront à l'ensemble des chambres. Nous ne sommes pas concurrents. Il n'y a aucune concurrence de la Martinique par rapport à la Guadeloupe en ce qui concerne une chambre de commerce. Il peut y en avoir pour les entreprises, parce que les entreprises sont après tout concurrentes, et c'est un bien, c'est ça qui nous stimule, qui nous fait donner le meilleur de nous-mêmes, comme les sportifs d'ailleurs. Mais là, il n'y a pas de concurrence. Donc de ce fait, si on regarde bien, on va pouvoir faire 5 à 7 fois plus avec les mêmes moyens. Et à qui ça va profiter? À tous les entrepreneurs. Donc on ne l'a pas fait jusque-là, on a fait quelques projets mutualisés, mais très peu. Là, à partir de 2020, plus aucun projet ne sera fait en doublon, si je peux me permettre cette expression. Alors les entreprises sont avant tout des citoyens. Il n'y a pas d'entreprise sans personne, donc il y a des citoyens. Et les citoyens sont de plus en plus sensibilisés à l'impact que peuvent avoir certaines économies sur l'environnement. Et si nous voulons rester entreprise citoyenne, il appartient à la Chambre de commerce de donner une dynamique pour l'environnement, c'est-à-dire de sensibiliser les entreprises sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement, et aussi sur ce qu'ils pourraient faire pour limiter cet impact, dans un intérêt bien sûr du propre chef d'entreprise, mais de la notoriété de son entreprise, de l'image de son entreprise. On sait bien que les entreprises qui polluent sont toujours mal vues, hein, pollueur-payeur, on connaît ça. Hein. Donc il y a tous les systèmes où quand vous achetez, vous payez dès l'achat la destruction de votre propre téléviseur, frigo, machine à laver, tout simplement parce qu'à un moment donné on dit pollueur-payeur, donc vous achetez une machine, en fin de vie vous n'allez pas la jeter n'importe où, c'est valable pour les pneus, c'est valable pour énormément de produits,
Et donc nous, tout simplement, on mène beaucoup d'actions pour sensibiliser les entreprises sur des gestes simples, non coûteux, souvent, qui leur donneront une bonne image, d'autres un peu plus coûteux, avec des investissements qui nécessitent probablement d'y consacrer quelques moyens. Et on leur dit toujours, faites savoir ce que vous faites de bien pour l'environnement, les clients vous le rendront bien. Parce qu'en fin de compte, le client maintenant attache une importance particulière aux entreprises qui sont soucieux du devenir de la planète. Et donc c'est en ce sens que nous accompagnons les entreprises. Alors il y a plein d'actions, je ne vais pas les détailler ici parce que on va rentrer dans de la technique, mais on a des réunions, on a des événements, on parle d'environnement, on accompagne les projets d'entreprises qui souhaitent investir avec la région, qui finance une partie de ces investissements. Voilà ce qui est notre... Puis on a notre zéro papier. Alors notre zéro papier, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Les administrations consomment énormément de papier. Le papier, c'est des arbres. Quand on coupe des arbres, on perd une partie de notre environnement. La planète va souffrir justement de la déforestation, on en entend beaucoup parler. Et donc, j'ai estimé qu'avec les nouveaux moyens technologiques, il n'y avait plus aucune raison qu'on ait du papier. Ça va être plus rapide, plus facile, et vous savez que maintenant, comme on peut lire le contenu, ça veut dire que quand vous voulez faire une recherche, exemple, je ne sais pas moi, il se trouve que on va prendre une facture, j'ai acheté il y a 2 ans un téléphone, je me rappelle que c'est un Samsung, c'était à Pointe-à-Pitre, je mets ces mots et il va me chercher toutes les factures Samsung Pointe-à-Pitre. C'est quand même extraordinaire, c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir des pièces avec des archives dont on ne sait pas comment retrouver. Et puis les bureaux et toute la transmission. Alors les chefs d'entreprise, c'est facile pour nous, on a besoin de savoir ce qu'on a dit, une décision. Avant, on appelait, on faisait une copie, on nous envoyait la copie, on ne savait plus quoi en faire. Là, on a tout simplement hébergé un certain nombre de choses avec des codes d'accès. Donc vous êtes élu de la chambre, vous les rentrez, vous allez, vous cherchez. Donc efficacité, respect de l'environnement, gain de temps, c'est ce qui nous anime finalement. Si vous voulez, c'est un des aspects des chambres sur lequel on devrait être plus performant dans l'avenir. La première chose, c'est technique, mais je vous le dis, nous n'aurons plus le droit de prendre de la taxe pour la mettre sur les coûts de formation, tout simplement parce qu'il y a des entreprises qui font de la formation et il serait anormal qu'une chambre puisse venir en compétition avec de la taxe qui est elle-même payée par les entreprises pour être soit meilleur marché, soit plus agressif et finalement subtiliser des marchés d'une entreprise de formation qui, elle, n'a pas cette taxe qu'elle peut mettre sur la formation. Donc ça va nous demander d'être beaucoup plus innovants, de mieux rationaliser nos coûts. Je trahirai rien des chambres en disant que par moment, on n'a pas forcément conduit cette aventure de chambre comme on aurait pu le faire dans une entreprise privée. Il y a des choses qu'on a faites qu'on n'aurait probablement pas fait dans le privé. Et donc maintenant, il faut qu'on rationalise, il faut qu'on aille chercher un créneau bien précis de formation, là où il y a une vraie valeur ajoutée. Et puis les choses changent parce que la formation aussi est en train de se digitaliser, est en train de se réinventer. Alors il y aura toujours de la formation traditionnelle, hein, mais il y aura probablement des moyens de se former chez soi, plus tranquillement, avec des rapports, est-ce que j'ai été bon, là où j'ai... Et tout ça avec une forme d'automatisation du système. Et donc voilà, je pense qu'on va vers là. On avait aussi une école où on avait un taux de réussite qui était exceptionnel. Bon, ça nous coûte un peu aux entreprises, donc je crois que là, on aura des efforts à faire. Alors le tourisme, c'est probablement l'une des industries moteurs des îles de Guadeloupe. Elle a cet avantage qu'elle n'est pas limitée dans son activité. En gros, il suffit d'avoir la capacité d'intéresser du monde à venir pour que les compagnies se mettent en mouvement, que les hébergeurs y trouvent un intérêt et que ces personnes soient de nouveaux consommateurs créant de l'activité. Et on a 1 million et quelques de touristes, 1 100 000 avec touristes de séjour, touristes de croisière, touristes de plaisance.
On pourrait dire un objectif 1,5 million, puis 2 millions, pourquoi pas. Et on pourrait créer presque 20 000 emplois dans ce secteur. C'est dire toute l'importance du tourisme. On a eu plusieurs étapes. On a eu une étape extrêmement forte de construction d'hôtels, qui était la loi Ponce à l'époque, du ministre de son nom, qui ont vu éclore tous les nouveaux hôtels, les Méridiens, Accor. Puis après, il y a une deuxième phase, qui était une phase un peu plus difficile, qui a été une phase de fermeture d'hôtels. C'est comme ça qu'ont disparu bon nombre d'hôtels. On va en citer quelques-uns, Copatel, Méridien, Hamac, le Marisol, enfin il y en a pas mal. Et donc on a fermé à peu près, la moitié des chambres ont été fermées. Ça a été très brutal. Ces hôtels ont fermé parce qu'économiquement ils n'étaient plus viables. Et donc ne dégageant pas ce qu'on appelle vulgairement nous le cash flow, c'est l'argent qui reste après avoir tout payé, ils ne pouvaient plus investir, et ne pouvant plus investir, les hôtels se dégradaient et puis après il n'y avait plus de clients. C'est le cercle vicieux malheureusement, mais c'est celui-là. Et donc là on est dans une troisième phase qui à mon avis va voir renaître un peu d'investissement, de nouveaux capitaux qui vont arriver, et j'espère qu'on va reconstruire ces 1500 ou 2000 chambres qu'on a perdues, et peut-être qu'on va en avoir 2 ou 3 000 de plus. Et parallèlement à ça, les Guadeloupéens se sont intéressés au logement chez l'habitant, avec la venue de l'Internet qui leur permet d'être en direct avec les clients, ce qui n'était pas possible avant. Je parle de Airbnb, parce qu'on parle tous de Airbnb, mais il y en a plein d'autres. Et au final, ça leur a permis finalement de mettre, comme on dit vulgairement, un peu de beurre dans les épinards, quoi, parce que lorsque vous aviez un logement qui n'était pas utilisé, que bien souvent les Guadeloupéens envoient des fois leurs enfants en métropole, donc c'est un surcoût, de voir qu'ils pouvaient valoriser une chambre inoccupée, peut-être parce que justement l'enfant était parti, ou tout simplement des bungalows, ça a permis au final de mieux intéresser les Guadeloupéens à la chose touristique. Ils y ont un intérêt personnel. Et quand on a un intérêt personnel, certains n'aiment pas cette conclusion, mais moi j'ai toujours pensé que la somme des intérêts personnels fait l'intérêt général. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un intérêt général si on est tout seul. Mais quand on est beaucoup à avoir un intérêt, ça devient un intérêt général. Donc les Guadeloupéens se sont intéressés à la chose touristique, ils voient le tourisme de notre œil. Ils sentent bien qu'il y a là quelque chose qui peut améliorer leur ordinaire. Que finalement les touristes, c'est des gens comme nous qui sont venus découvrir, qui sont plutôt sympathiques. On a des touristes qui viennent de partout, plusieurs langues sont parlées, donc c'est plutôt sympa. Et je vois nos plages, mais aussi nos rivières, nos montagnes, nos sites touristiques, la Pointe des Châteaux, les îles, Désirade, Marie-Galante, les Saintes, Petite Terre, sont des fois en pleine saison pris d'assaut par ces clients qui sont en soif de découvrir les îles de Guadeloupe, et c'est bien pour nous.